Bonjour à toutes et à tous, étudiants, enseignants et personnels de l'Université de Bourgogne, mais aussi personnel externe à l'UB. Aujourd'hui, vous verrez le premier numéro d'un magazine qui sera dès à présent régulier, l'UB Mag. L'équipe vidéo du PNR et moi, nous vous parlerons de toute l'actualité au sein de l'université. Entre reportages découvertes, agenda culturel et sportif et vulgarisation scientifique, notre équipe essaiera de vous faire découvrir au mieux l'UB, qu'il s'agisse de grands enjeux ou d'initiatives qui font notre quotidien. Pour le premier numéro, faisons preuve d'originalité et en cette période de crise sanitaire complexe à gérer pour toutes et tous, le mot qui revient dans toutes les bouches est Covid. Nous recevrons deux invités, enseignants et personnels de l'Université de Bourgogne, pour nous parler de leur réaction vis-à-vis du confinement et des répercussions que cela a eu sur la rentrée universitaire. Ensuite, nous recevrons Lionel Maillot, qui nous parlera d'une étude sur la psychologie des soignants. Puis nous ferons le point sur l'agenda culturel de ces 2 premiers mois de rentrée. Et enfin, nous irons à la découverte de l'orchestre étudiant Stock. Comme vous le savez, la Covid-19 a bousculé le fonctionnement de l'université. Il a été nécessaire que les personnels, les enseignants-chercheurs, mais aussi les étudiants s'adaptent rapidement afin d'assurer la continuité de l'activité. Les services liés au numérique et à l'enseignement ont été particulièrement impactés. Des décisions ont dû être prises et des moyens ont été mis en place pour assurer la continuité pédagogique. Les services de la direction du numérique ont pu déployer et mettre en place des serveurs VPN ainsi que l'accès à des outils de travail à distance. Et ce déploiement massif a permis au personnel d'assurer la poursuite de leur mission, aux enseignants de pouvoir assurer les cours pour les étudiants. Et tout ça grâce à l'implication des enseignants évidemment et des étudiants particulièrement impliqués pour certains. Dans un premier temps, nous sommes allés caméra à la main dans les couloirs de l'UB pour recueillir à chaud les avis et les réactions sur la situation actuelle. Donc du coup, l'année dernière, vous avez vécu le confinement. Comment ça s'est passé ? Les cours étaient plutôt compliqués parce que les enseignants ne sont pas très bien formés pour ce qui est de donner des cours en ligne, etc. Le suivi aussi pour le mémoire a été un peu plus compliqué parce que les professeurs étaient pas forcément joignables quand on voulait, etc., ce qui est compréhensible. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Teams et quelquefois un autre logiciel aussi qui s'appelle Zoom et les plateformes en ligne plus belles. Ça s'est pas mal passé. Bon, les cours, il y avait certains profs qui en envoyaient, d'autres non. C'est arrivé en plein milieu du 2e semestre, donc on a vécu toutes nos partiels à la maison. C'était un peu chiant, à vrai dire. Mais comme on avait nos ressources, il y a eu plus de taux de réussite que si on les avait passés à la fac. Oui, alors juste au début c'était compliqué au niveau d'internet, mais après ça a été... Après en fin de compte, quand on est chez soi, on est peut-être plus à l'aise pour travailler. On avait des cours sur Excel, sur des Jamovi, des trucs comme ça, et on n'avait jamais pratiqué en fait. Donc on a réussi avec la prof à faire ce qu'on devait faire, mais ça a été compliqué pour tout ce qui est informatique. Et au niveau des examens, ça s'est bien passé ? Pour la plupart des épreuves, oui. Forcément, puisqu'on a eu des cours qui étaient en distanciel sur Zoom, on a eu parfois des PDF, des cours, mais pas toutes les explications qu'on peut avoir en CM. Et la rentrée, là, comment ça se passe ? Comme on n'est pas beaucoup dans l'UFR langue, on est tous en présentiel, mais ils pensent à rajouter des cours en distanciel aussi pour être sûr de ne pas se contaminer les uns les autres. Les cours en hybridation se sont installés beaucoup plus rapidement, dès le début, dès la 2e semaine je crois, ou 3e si je ne vais pas dire de bêtises. Donc c'est vraiment bien parce qu'on peut gérer notre emploi du temps comme on veut, soit rester chez nous, soit venir. Je préfère être en présentiel parce que on voit des gens et puis j'aime pas trop être derrière mon écran chez moi parce qu'il y a trop de tentations à faire autre chose et puis à ne pas suivre le cours en fait. Hervé Devilliers, bonjour. Vous êtes enseignant à l'UFR de sciences de santé Bonjour. Et aussi médecin au CHU de Dijon. Vous avez donc vécu doublement cette situation. Quelles sont vos réactions par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre ? Je remarque déjà que dans la plupart du temps, les étudiants reconnaissent qu'il y a eu une démarche proactive des enseignants pour s'adapter à la situation sanitaire, ce qu'on a constaté bien sûr, nous sur le terrain aussi.
avec la nécessité de se former extrêmement rapidement à tous ces outils, ce qui a résulté en quelques petits couacs qui transparaissent aussi dans les témoignages. Donc non, ça reflète exactement ce qu'on a vécu. Oui. Nous recevons également Franz Patern, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du PNR, le service pédagogie numérique et ressources de l'université. Avez-vous d'autres réactions par rapport à ce qu'on vient de voir et d'entendre ? C'est vrai que nous, on a dû se mettre à travailler dans l'urgence. On ne s'attendait pas du tout à la décision du confinement. Donc, nous, notre travail a été de faire en sorte que tous les outils soient mis à disposition des enseignants et que tout fonctionne bien, essentiellement pour tous les examens qui devaient avoir lieu en fin d'année, quoi. Très bien. Hervé, à l'UFR des sciences de santé, vous avez une expérience particulièrement avancée concernant les outils du numérique. Vous pouvez donc nous apporter plus de retours. Quels sont les outils qui vous ont permis d'assurer au mieux ces cours ? Alors les outils, je dirais, électroniques ou logiciels, c'est la plateforme Teams. On l'utilisait déjà depuis quelques années pour le partage de contenu pédagogique. Et là, on a utilisé les réunions et oui, c'est ça, le mode réunion pour pouvoir donner des cours magistraux et interagir avec les étudiants. Et sur les outils matériels, il y a eu deux phases. Il y a une phase que je qualifierais un petit peu de bric et de broc, au cours de laquelle on a ramassé du matériel un petit peu partout où on pouvait en trouver pour équiper une, deux, trois salles, et puis pour permettre aux enseignants de pouvoir diffuser leurs cours pendant la période du confinement. La période du confinement était dure. Et puis ensuite, il y a la question de l'aide humaine, mais ça, c'est probablement un truc qu'on va aborder un peu plus tard. Tout à fait. Justement, quel a été le rôle des étudiants pendant le confinement et avez-vous réussi à mettre en place avec eux une organisation ? Alors, à l'UFR des sciences de santé, les étudiants sont, pour un certain nombre d'entre eux, également professionnels de santé, puisqu'ils sont ce qu'on appelle des externes. Et donc, ils avaient une autorisation de déplacement pour se rendre à l'hôpital. Et donc, on a utilisé cette opportunité pour, un petit peu comme une réserve sanitaire. Il y a des étudiants qui ont pris les choses en main et qui ont qui ont été volontaires pour aider les enseignants à diffuser pour qu'on puisse maintenir l'offre pédagogique. Donc ça a été une période de solidarité entre étudiants qui a été vraiment très forte et très enrichissante. Et les étudiants étaient soutenus à distance et parfois en présentiel aussi par l'équipe du PNR pour les accès, pour les problèmes avec Teams, pour les problèmes informatiques parfois. D'accord. Alors Franz, vous gérez entre autres avec vos collègues, la plateforme pédagogique Plus Belle, mais aussi les outils de Microsoft Office 365, dont Tout à Teams. fait, oui. Je rappelle qu'au sein de l'université, c'est environ 40 000 personnels et étudiants qui ont besoin chaque jour de ces outils. Vous étiez donc en première ligne pour accompagner enseignants et étudiants. Quels ont été les enjeux réellement majeurs pendant le confinement pour votre travail ? Déjà, le PNR, c'est une petite équipe, donc il y a eu une organisation un peu particulière. Il y a eu la création de deux équipes, une qui était qui s'occupait plus de Teams et de Office 365, et une autre qui s'occupait plus de la plateforme Plus Belle. Notre travail principal, c'était déjà d'accompagner les enseignants, de les former, de faire en sorte que les examens se passent dans de bonnes conditions. Donc là, il fallait mettre en place des tutoriels, former à distance les utilisateurs. Donc nous avons aussi créé plus de 1300 espaces de cours pour que les enseignants puissent poursuivre leurs études, enfin que les étudiants puissent poursuivre leurs études. Et on a pu ainsi réaliser plus de 400 examens en ligne. Avez-vous rencontré des problèmes majeurs pour la mise en place de ce fonctionnement ? La formation à distance n'est pas toujours évidente. Les enseignants n'ont pas forcément le bon matériel à leur disposition. On travaillait chez nous, donc le réseau n'était pas forcément aussi excellent. Donc c'est pas évident d'aider un enseignant ou d'aider un étudiant à distance pour savoir quel est le véritable souci qui est rencontré. D'accord, donc on voit que vous avez l'un comme l'autre dû vous adapter à ce grand changement pour accompagner au mieux les étudiants. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des étudiants ? Je m'adresse plus particulièrement à Hervé. Alors oui, de toute façon, au moment où on pensait que toute l'activité universitaire allait s'arrêter, le fait de pouvoir poursuivre des cours en distanciel, les retours ont été nécessairement positifs. Et puis sur le travail qui est mené depuis la rentrée sur l'hybridation,
on a des retours très proches de celui du témoignage qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser son travail comme on le veut, le fait d'avoir le choix. Et donc finalement, la règle sanitaire de respecter une demi-capacité des salles s'est faite par elle-même, puisqu'il y a un noyau dur d'étudiants qui comme le jeune homme qu'on a vu, souhaite absolument assister au cours pour le lien social. Et chez nous, ce noyau dur se régule naturellement comme étant un petit peu moins de la moitié de la promo. Et pour l'enseignant, on maintient un contact oculaire, ce qui est vraiment indispensable pour enseigner correctement, un sourcil qui se fronce, une tête qui secoue au moment où on explique un concept compliqué. C'est vraiment indispensable pour garder cette interaction qui fait qu'un cours est intéressant par rapport à un autre. Donc des retours très positifs et parfois des petites ralades pour dire les choses franchement, parce que parfois on est obligé de prendre des décisions à très courte échéance parce que la situation sanitaire évolue. Et une semaine avant les examens, on n'était pas capable de dire aux étudiants si ça allait se faire en présentiel ou en distanciel. Et ça a généré beaucoup d'angoisse et donc de retours négatifs, mais qu'on peut bien comprendre. Tout à fait. Et je rappelle que les cours hybrides, donc, c'est quand une partie des étudiants sont chez eux et une partie des étudiants sont à l'université. Avec tous les retours que vous avez eus, prévoyez-vous de changer d'outil ou de changer de mode de fonctionnement pour la suite ? Nous, on a eu aussi de très bons retours de la part des étudiants. Nous étions dans une situation qu'on n'avait jamais connue auparavant. Donc nous, ce qu'on a mis en place afin que les étudiants ne se sentent pas perdus, c'est qu'avec l'aide des enseignants, on a mis en place des examens blancs pour les faire vivre la façon dont l'examen allait avoir lieu. Et on a eu beaucoup de retours d'étudiants et d'enseignants qui nous ont remerciés justement de les avoir mis dans la situation dans laquelle ils allaient se trouver lors des examens. Donc pour le moment, les outils fonctionnent bien. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de possibilités avec l'outil Teams ou l'outil Plus-Belle. Donc pour le moment, je pense qu'on va continuer avec ces deux outils. D'accord, très bien. Alors pour pondérer un tout petit peu les propos de Franz, c'est vrai que l'outil Teams, il a bien sûr qu'il ne faut pas le changer parce que maintenant que tout le monde s'y est mis, on ne va pas changer les habitudes de tout le monde toutes les 5 minutes. Il a des possibilités extrêmement puissantes, à mon avis, en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que si on sait s'en servir, on peut tout faire. Par contre, sur le plan de l'ergonomie, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles. Et l'arrivée de cette situation exceptionnelle a fait que tout le monde a bien dû s'y mettre. Et que finalement, maintenant, c'est devenu un standard. Et donc, ça me semble pas du tout souhaitable de changer à nouveau. D'accord, ce mode de fonctionnement. Et une dernière question à tous les deux. Alors, avec toute l'expérience que vous avez eue du confinement et de cette rentrée, comment voyez-vous la suite, dans le sens où même si tout se termine, est-ce que vous pensez continuer à utiliser le distanciel ? Comment voyez-vous la suite ? Alors, outre les impératifs sanitaires, comme on l'a vu, à nouveau, ça apporte un confort aux étudiants. Et bien sûr que l'enseignement en présentiel est irremplaçable, mais on l'a vu que certains étudiants peuvent organiser leurs études un peu différemment avec ce mode d'interaction. Donc ça va être, à mon avis, ça va être assez difficile de revenir en arrière. Franz, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? L'Université de Bourgogne est en partenariat avec pas mal d'autres universités européennes, et ces universités utilisent le même type d'outils. Donc il y a un échange de communication, il y a même des échanges de cours, des possibilités d'aller d'une université à une autre université très facilement. Donc les outils qui ont été installés à l'Université de Bourgogne permettent une meilleure collaboration avec les autres universités. Très bien. Eh bien, merci à vous pour votre témoignage. Merci aussi pour votre implication au sein de l'université et bon courage pour la suite. Après avoir abordé les défis de l'enseignement face à la Covid-19, nous recevons à présent Lionel Maillot pour sa chronique. Lionel, bonjour.
Bonjour. Vous êtes chercheur de chercheurs à la mission culture scientifique de l'UB, mais également l'organisateur de programmes de vulgarisation connus, comme l'Expérimentarium ou la Nuit des chercheurs. Vous viendrez à chaque émission pour nous parler d'une personnalité que vous avez rencontrée. Et pour cette première, c'est une phrase entendue dans la presse qui vous a rappelé le bon souvenir d'une chercheuse. Oui, et cette phrase, j'ai entendu cela, il faudrait du soutien psychologique au personnel soignant. Donc c'était dans le cadre du Covid, bien sûr, et on peut le dire tout de suite, ce soutien existe. Mais saviez-vous, Antoine, que des recherches sur ce soutien existent ? Eh bien non, Lionel. Alors, cette histoire m'a rappelé la thèse d'Alexandra Laurent en 2006. Donc, cette chercheuse en psychologie étudiait les catastrophes ou les attentats impliquant des interventions du SMUR. Donc, le service médical d'urgence et de réanimation qui travaille avec le SAMU. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Alexandra s'était concentrée sur la psychologie, non pas des victimes, mais des personnels du SMUR, ces personnes qui interviennent et peuvent être confrontées à l'horreur, secourir des victimes qui peuvent parfois faire penser à leurs propres enfants. Ça peut être traumatique et on peut se demander mais comment ils font pour y retourner. Alors Alexandra avait montré tous les processus de protection, les stratégies de ces personnels du SMUR pour ne pas être déstabilisés par les émotions et agir efficacement. Alors après 2006, elle a poursuivi ses recherches dans le domaine médical et particulièrement en réanimation. La dernière fois que je l'ai vue, c'était le 13 mars, le vendredi avant le confinement. Et elle débutait un travail d'accompagnement psychologique de soignants en réanimation. Le Covid est arrivé. Avec Pauline à la caméra, nous sommes allés la rencontrer Alexandra dans son bureau la semaine dernière pour lui demander ce qu'elle a fait depuis ce 13 mars. Eh bien, j'ai accompagné les soignants de réanimation au CHU de Dijon en réanimation chirurgicale. Et puis, parallèlement, j'ai mené une recherche avec Jean-Pierre Queneau, qui est professeur en réanimation médicale, et Christine Binquet, qui est professeure au CIC, qui s'intitulait Psychovid. Psychovid mesure et identifie l'impact psychologique de la crise sanitaire sur les professionnels de réanimation en France. Alors il y a 1400 professionnels de réanimation qui ont répondu à cette étude avec des questionnaires, des entretiens aussi qui leur ont été proposés. Et nous avons pu donc suivre la crise à différents temps, au mois de mars, au mois d'avril et puis en ce moment également au mois de septembre. Alors nous avons repéré des facteurs tout à fait inédits par rapport à cette crise qui ont impacté le travail des professionnels de santé en réanimation. Tout d'abord, l'un des premiers facteurs importants, c'est l'incertitude, ce stress lié à l'incertitude en lien avec l'absence de traitement, le manque de connaissances par rapport à ce virus. Le deuxième point aussi qui a été repéré, c'est l'insécurité. L'insécurité qui est ressentie par les soignants, à la fois au niveau professionnel, mais également dans leur sphère privée. Ce qui fait qu'il n'y a plus de sas où ils peuvent se ressourcer. Dans tous les domaines, ils sont sous pression. Et puis un deuxième point également qui est important, c'est toute cette problématique éthique auquel ils ont été confrontés avec l'absence des familles en réanimation, où les familles ont été privées de leur mort, les familles ont été privées d'accompagner leurs proches, et ça, les soignants l'ont parfois très mal vécu. Alors, l'ensemble de ces facteurs, incertitude, insécurité éthique et d'autres, tels qu'un sentiment de mise à l'écart, eh bien cet ensemble a eu une répercussion importante au niveau de l'anxiété, de la détresse et du stress aigu. Donc cela montre l'importance d'accompagner les soignants pendant la crise, mais également après. Donc Alexandra et ses collègues vont continuer à suivre cette crise et collaborer avec d'autres chercheurs en France et à l'étranger. Un point sera fait lors du colloque Vie psychique à l'hôpital les 24 et 25 juin à Dijon. Très bien, merci Lionel. Alexandra est professeure à l'UB. Elle fait partie du laboratoire PsyDREPI et travaille en collaboration avec les services de réanimation des CHU de Dijon et de Besançon. Merci une nouvelle fois Lionel.
Et à bientôt. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique. D'ailleurs, avez-vous une petite idée pour le prochain numéro? Ah, je crois que je parlerai de chercheurs et de nuit. D'accord. Voire de nuit des chercheurs. Très bien, parfait. Nous avons hâte de voir votre nouvelle chronique. À la prochaine. Tout de suite, voici l'agenda culturel. Il y a beaucoup d'activités sur le campus et dans différents domaines, n'hésitez pas à aller vous renseigner. D'ailleurs, nous sommes allés à la rencontre de l'orchestre étudiant Stock, c'est le reportage Découverte. L'orchestre a été créé par Fabien Chavanton, qui était étudiant en musicologie. Il a créé cet ensemble-là parce que les étudiants de la fac de musicologie n'avaient pas de pratique d'orchestre. Mais notre volonté, c'est aussi que ce soit plus que simplement les étudiants de musicologie, et c'est pour ça que déjà un peu l'an dernier, mais vraiment beaucoup cette année, avec les auditions justement, on veut recruter des musiciens qui sont dans toutes les filières du campus. Il reprend directement sur 44 le conséquent, là, si, sol, mi. Voilà. Pas de stress, c'est vraiment juste pour voir un peu comment tu joues, okay. Etc. Ça marche. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des auditions maintenant, pour rencontrer les gens, voir ce dont ils sont capables, si ça leur convient de jouer en ensemble, s'ils l'ont déjà fait, s'ils savent ce que ça implique. Donc effectivement, le seul prérequis, c'est d'avoir envie de jouer ensemble et de savoir lire les partitions de l'orchestre. Ce que Théoti me dit pas, c'est que c'est lui qui fait les arrangements, c'est-à-dire qu'il part de partitions d'orchestre qui existent déjà, mais puisqu'on n'est pas un orchestre symphonique, il fait des arrangements pour que tout le monde puisse jouer, et aussi, comme il l'a dit, en fonction du niveau de chacun. Est-ce que tu as de quoi travailler, je sais pas? Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un ensemble qui ne joue pas spécialement de musique classique. Ça a été plus un répertoire de musique de film, ou en tout cas de musique qu'on jouerait pas dans les ensembles classiques ou dans les ensembles au conservatoire. Enfin voilà. J'ai quelques rudiments de clé de sol, mais ensuite de ça, je maîtrise plus la clé de fa vu que c'est celle dans laquelle je joue. Oui, de toute façon, donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu joues. Hein. Je ne savais pas trop quoi vous présenter parce que c'est vrai que je viens ici avec beaucoup de doutes parce que je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de guitares électriques dans l'orchestre par le passé. Bah, il y en a là où il y a une flexibilité, c'est que justement comme c'est pas un répertoire classique,
on peut se permettre d'avoir toutes sortes d'instruments. On parlait des saxophones qui ne sont pas d'habitude dans l'orchestre classique, mais donc on a déjà eu par le passé un accordéon, il y a une guitare. Le but, c'est vraiment pour nous aussi que les étudiants qui arrivent à l'université à Dijon et qui n'ont plus forcément la possibilité de prendre des cours en fonction de là où ils venaient, enfin peu importe, qui ont dû arrêter le conservatoire par exemple, qui puissent avoir une pratique musicale avec nous. Pour information, l'orchestre Stock est toujours à la recherche de personnes jouant du violon, de l'alto, du violoncelle et des instruments graves tels que le tuba, le basson ou le trombone. Et bien voilà, c'était notre regard sur cette rentrée particulière de 2020. Merci aux invités d'être venus sur ce plateau et un grand merci à Elodie et Pauline derrière les caméras pour la conception et la mise en image de ce magazine. Vous nous retrouverez prochainement pour un prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à aller commenter et partager la vidéo. Portez-vous bien.